Je suis arrivée au déjeuner dominical avec un gâteau que j'avais passé la matinée à préparer. Ma belle-fille l'a jeté à la poubelle devant moi. Personne ne mange ces trucs de vieille. Toute la famille a ri. Je suis partie en silence. Le lundi, j'ai appelé la banque. J'ai annulé le virement mensuel de 8 000 $ que je leur faisais, quand leur compte est passé dans le rouge. J'ai toujours su que la vie avait ses ironies, mais je n'aurais jamais imaginé qu'à 72 ans, je découvrirais le véritable sens de l'ingratitude. Je m'appelle Zoé Aurélien Johan, et pendant des décennies, j'ai construit mon existence autour de la famille que j'ai créée avec tant d'amour et de dévouement. Veuve depuis 8 ans, j'ai trouvé dans la proximité avec mon fils, Théo et son épouse Hortense, une source de motivation qui comblait le vide laissé par l'absence de mon cher mari. La maison où je vis depuis 40 ans a toujours été le centre des réunions familiales. Ses murs jaunis gardent les souvenirs d'anniversaires, de Noël et de dimanches spéciaux devenus tradition. Théo a grandi en courant dans les couloirs de cette même maison. Et quand il s'est marié avec Hortense il y a 10 ans, j'ai ouvert mes bras et mon cœur pour l'accueillir comme la fille que je n'ai jamais eue. Le petit Raphaël, mon petit-fils de 8 ans, a apporté une joie nouvelle dans ma vie, remplissant les pièces de ses rires et de ses espiègleries. Pendant toutes ces années, j'ai établi une routine devenue sacrée pour moi. Chaque dimanche, sans exception, la famille se réunissait pour le déjeuner. Je passais les samedis à préparer les plats préférés de chacun, choisissant des ingrédients frais au marché, assaisonnant avec l'amour accumulé au fil de décennies d'expérience culinaire. Théo complimentait toujours ma cuisine, disant que personne ne cuisinait comme sa mère. Hortense, dans les premières années de son mariage, appréciait aussi mes plats, allant jusqu'à me demander certaines recettes. L'appartement où Théo et Hortense vivaient avec Raphaël se trouvait à seulement 20 minutes de chez moi. Une résidence moderne avec toute l'infrastructure qu'une jeune famille pourrait désirer. Je contribuais mensuellement à leurs dépenses, une somme importante qui représentait une bonne partie de ma retraite et des revenus que mon défunt mari avait soigneusement investis. Pour moi, ce n'était pas que de l'argent. C'était une façon de montrer mon amour, d'assurer que ma famille vive dans le confort et la sécurité. Théo travaillait comme ingénieur dans une entreprise de taille moyenne. Un emploi stable mais qui ne couvrait pas toujours toutes les dépenses familiales. Hortense avait quitté son poste d'enseignante à la naissance de Raphaël et n'avait jamais repris sa carrière, préférant se consacrer entièrement aux soins de son fils et de la maison. Je respectais ce choix, me rappelant combien il avait été difficile de concilier travail et maternité à mon époque. Au fil des années, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Hortense. Ses réponses sont devenues plus courtes lors de nos conversations téléphoniques. Les compliments sur ma cuisine se sont faits rares, remplacés par des commentaires neutres ou des silences polis. Quand je proposais de garder Raphaël pendant leurs engagements, je percevais une hésitation qui n'existait pas avant. Théo, en revanche, maintenait son affection démonstrative, m'embrassant toujours en arrivant et en partant avec des baisers affectueux. Les transformations se sont intensifiées ces derniers mois. Hortense a commencé à faire des commentaires sur la nourriture plus saine et les habitudes alimentaires modernes, toujours sur un ton qui suggérait que mes plats traditionnels étaient dépassés. Elle a commencé à emmener Raphaël manger dans des restaurants le week-end, réduisant la fréquence des visites dominicales. Quand j'ai questionné Théo sur ces changements, il a simplement dit que Hortense traversait une phase difficile et que je devais être patiente. J'essayais de comprendre. Je savais que les belles-filles n'ont pas toujours le même attachement aux traditions familiales que les mères. J'avais lu à ce sujet dans des magazines, discuté avec des amis qui vivaient des situations similaires. Certaines me conseillaient de garder mes distances, d'autres suggérant que j'essaie une approche différente. J'ai choisi de continuer à montrer mon amour de la seule façon que je connaissais, en cuisinant, en prenant soin, en offrant un soutien financier quand nécessaire. Raphaël restait ma joie. Chaque fois qu'il venait me rendre visite, ses yeux brillaient en voyant les gâteaux que je préparais spécialement pour lui. Il me parlait de l'école, de ses amis, des jeux qu'il préférait.
Dans ses paroles innocentes, je trouvais encore la reconnaissance et l'affection qui semblaient s'estomper dans les attitudes des adultes de la famille. Théo gardait une posture ambiguë. Avec moi, il restait affectueux et respectueux, mais je sentais que quelque chose avait changé dans la dynamique de son mariage. Il semblait fatigué, parfois distant, comme s'il naviguait entre deux courants opposés. Quand Hortense faisait des commentaires sur mes attitudes ou suggestions, il ne la contredisait pas ouvertement, mais n'approuvait pas non plus explicitement. Cette neutralité forcée me blessait plus qu'une opposition directe ne l'aurait fait. Leur situation financière a toujours été une préoccupation pour moi. En plus du virement mensuel que je faisais religieusement, je couvrais aussi les dépenses supplémentaires, les fournitures scolaires de Raphaël, les consultations médicales, les petites réparations de l'appartement, les cadeaux d'anniversaire coûteux qu'il ne pouvait pas s'offrir seul. Je n'ai jamais exigé de gratitude explicite, mais j'espérais que cette générosité serait reconnue comme l'expression de mon amour pour eux. Ces dernières semaines, Hortense l'était devenue encore plus distante. Ses réponses à mes appels étaient monosyllabiques, et elle disait souvent qu'elle était trop occupée pour parler. Quand je suggérais une activité avec Raphaël, elle avait toujours une excuse prête. Le garçon avait des engagements, était fatigué ou avait d'autres projets. Théo, quand je le questionnais, disait simplement que je devais laisser du temps à Hortense pour s'habituer à certains changements dans leur routine. Je ne comprenais pas quels étaient ces changements, mais j'ai respecté la demande de mon fils. J'ai réduit la fréquence de mes appels, j'ai attendu d'être invitée au lieu de proposer des rencontres, j'ai essayé d'être moins présente même si je sentais un vide grandissant dans ma poitrine. La solitude de ma maison devenait plus pesante chaque jour, remplie uniquement par les souvenirs des temps où je me sentais vraiment nécessaire et aimée. Ce dimanche en particulier, je m'étais réveillée avec une détermination renouvelée. J'ai décidé de préparer un gâteau spécial, une recette que j'avais apprise de ma propre mère des décennies auparavant. C'était un gâteau à l'orange avec un glaçage au chocolat, délicatement décoré, qui avait toujours eu du succès lors des occasions spéciales en famille. J'ai passé toute la matinée dans la cuisine, choisissant les meilleurs ingrédients, mesurant chaque portion avec précision, battant la pâte avec l'amour de quelqu'un qui prépare plus que de la nourriture, qui prépare de l'amour matérialisé. Pendant que le gâteau cuisait, j'ai dressé la table avec ma plus belle nappe, mis des fleurs fraîches au centre et sorti mes plus beaux plats. J'étais certaine que ce dimanche serait différent, que mon effort serait reconnu et que nous retrouverions l'harmonie familiale qui nous manquait tant. L'arôme sucré qui se répandait dans la cuisine me donnait un nouvel espoir qu'il y avait encore de la place pour mes manifestations d'affection dans la vie de cette famille que j'aimais tant. Je suis arrivée à l'appartement de Théo peu après midi, portant le plat avec mon gâteau à l'orange au glaçage chocolat. Le gardien m'a salué avec son sourire habituel et je suis montée au 10e étage en sentant mon cœur s'accélérer d'anticipation. J'avais mis ma plus belle robe bleu marine et un collier de perles que mon mari m'avait offert des années auparavant. Je voulais que ce dimanche soit spécial. J'ai sonné et attendu. Raphaël a ouvert la porte en courant, comme il le faisait toujours quand j'arrivais. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur le plat dans mes mains et il a souri de cette façon spontanée qui réchauffait toujours mon cœur. « Mamie Zoé a apporté un gâteau !» a crié le garçon, courant de nouveau vers l'intérieur de l'appartement. Je suis entrée, lentement, remarquant que le salon était plus silencieux que d'habitude. Théo était assis sur le canapé, occupé sur son téléphone, et a simplement hoché la tête en me voyant. Hortense est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon, ses yeux se plissant immédiatement quand elle a vu ce que je portais. « Bonjour, ma chérie », ai-je dit, essayant de garder un ton joyeux. « J'ai apporté un dessert spécial pour vous. » J'ai marché jusqu'à la table à manger et posé délicatement le plat sur la nappe. Le gâteau était parfait, avec son glaçage brillant et uniforme, décoré de zestes d'orange que j'avais préparé spécialement. J'avais passé plus de 3 heures à faire cette recette, me souvenant de chaque détail que ma mère m'avait enseigné des décennies plus tôt. « Quelle bonne odeur, mamie !» a dit Raphaël,
s'approchant de la table et essayant de regarder sous le papier aluminium qui couvrait partiellement le gâteau. J'ai souri à mon petit-fils et j'ai commencé à retirer la protection. « C'est un gâteau à l'orange au chocolat, mon amour. Je l'ai fait en pensant à vous. » C'est alors que Hortense s'est approchée avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer immédiatement. Elle a regardé le gâteau pendant quelques secondes, puis moi, et ensuite elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. « Personne ne mange ces trucs de vieille, » a-t-elle dit d'une voix forte et claire en prenant le plat de mes mains. Pendant un moment, je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait. J'ai observé en état de choc absolu, tandis que Hortense marchait résolument vers la cuisine, ouvrait la poubelle et y jetait mon gâteau entier. Le plat a fait un bruit sec en heurtant le fond du récipient et des morceaux du glaçage au chocolat se sont éparpillés sur les bords. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti comme si l'air avait été aspiré de mes poumons. Mes jambes ont tremblé et j'ai dû m'appuyer sur la chaise la plus proche pour ne pas tomber. 3 heures de travail, toute l'affection que j'avais mise dans cette recette, l'attente de voir les sourires de la famille. Tout avait fini à la poubelle en quelques secondes. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» murmura Théo, mais sa voix était faible, presque inaudible. Hortense revint de la cuisine en s'essuyant les mains avec le même torchon, comme si elle venait de jeter un simple déchet. « Il fallait bien que quelqu'un dise la vérité, » dit-elle, défiant Théo du regard. « J'en ai assez de faire semblant d'aimer ces plats lourds et démodés que ta mère s'obstine à apporter. » Raphaël était immobile à côté de moi, ses grands yeux écarquillés, ne comprenant visiblement pas l'ampleur de ce qu'il venait de voir. Théo restait sur le canapé, regardant le sol, les mains entrelacées sur les genoux. « Hortense a raison, » dit finalement Théo, sa voix toujours basse mais suffisamment audible pour que j'entende chaque mot. « On essaie d'avoir une alimentation plus saine à la maison. » C'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mon propre fils approuvait l'humiliation que sa femme venait de m'infliger. Je sentis les larmes me brûler les yeux, mais je refusais de pleurer devant eux. Je ne donnerai pas cette satisfaction supplémentaire à Hortense. « C'est vrai, belle maman ?» poursuivit Hortense maintenant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ces vieilles recettes sont pleines de sucre et de matières grasses. On éduque Raphaël sur l'alimentation consciente. » Je regardais mon petit-fils qui semblait confus et effrayé. Il avait toujours adoré mes desserts, me demandait toujours de faire des brigadeiros et des gâteaux quand il venait de me voir. Maintenant, il servait de justification à cette cruauté inutile. « Mamie » commença Raphaël, mais Hortense l'interrompit immédiatement. « Raphaël, va jouer dans ta chambre » ordonna-t-elle, sa voix prenant un ton autoritaire que je n'avais jamais entendu auparavant. Le garçon me regarda une dernière fois, puis obéit en silence. J'entendis la porte de sa chambre se fermer doucement et nous nous retrouvâmes seuls dans le salon. Moi, Théo et Hortense avec le poids d'une tension qui semblait s'accumuler depuis des mois. « Écoute, maman, » dit Théo se levant enfin du canapé. « Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu fasses une pause dans tes visites. On traverse quelques changements ici. » Ces mots furent comme des coups de poignard. Non seulement il approuvait le manque de respect de sa femme, mais il me demandait aussi de m'éloigner. Moi qui avais élevé cet homme, qui m'était tant sacrifié pour lui, qui continuait à contribuer financièrement au confort de sa famille. « Quel genre de changement ?» demandai-je, ma voix sortant plus ferme que je ne l'espérais. Hortense croisa les bras et prit une posture défensive. « Des changements nécessaires, belle maman. On a besoin de plus d'intimité, plus d'autonomie. On ne peut pas toujours dépendre des autres. » L'ironie de ses paroles me frappa comme la foudre. Dépendre des autres. Elle parlait de dépendance alors qu'elle vivait dans un appartement dont j'aidais à payer les charges depuis des années. Alors que son fils portait des vêtements chers que j'avais achetés, étudiait dans une école privée que j'aidais à financer. Je respirais profondément, essayant de garder ma contenance. Je regardais autour du salon, voyant les meubles que j'avais été à acheter, les tableaux que j'avais offerts comme cadeau de mariage.
les jouets de Raphaël que j'apportais toujours lors de mes visites. Tout cela était imprégné de ma présence, de ma générosité, de mon amour pour cette famille. Je comprends, dis-je finalement, prenant mon sac sur la table où je l'avais laissé. Je vais vous donner ce temps que vous demandez. Théo sembla soulagé, comme si un poids avait quitté ses épaules. Hortense gardait ce sourire froid, visiblement satisfaite d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Aucun des deux ne bougea pour m'accompagner jusqu'à la porte. Je marchais lentement vers la sortie, chaque pas résonnant dans le lourd silence de l'appartement. Avant de sortir, je me retournai une dernière fois. Théo était de retour sur le canapé, regardant à nouveau son téléphone. Hortense avait disparu, probablement retournée à ses activités comme si rien ne s'était passé. « Au revoir, mamie », entendis-je la voix étouffée de Raphaël venant de sa chambre. « Au revoir, mon amour », répondis-je, essayant de garder une voix stable. Je fermai la porte derrière moi et attendis l'ascenseur. Ce n'est que lorsque les portes se fermèrent et que je commençai à descendre que je permis aux larmes de couler enfin sur mon visage. 10 étages furent suffisants pour pleurer toute l'humiliation, toute la déception, toute la douleur qui s'était accumulée durant ces quelques minutes dévastatrices. Je rentrai chez moi en fin d'après-midi, sentant encore le goût amer de l'humiliation dans ma bouche. La maison était trop silencieuse, chaque pièce faisant écho à la solitude que j'essayais de combler par la présence de la famille. Je m'assis dans le fauteuil du salon, où mon mari avait l'habitude de lire le journal les dimanches après-midi, et laissai la réalité de la situation s'installer complètement dans mon esprit. J'ai passé toute la nuit éveillée, repensant à chaque moment de cet après-midi terrible. L'image de mon gâteau jeté à la poubelle se répétait sans cesse, accompagnée des rires que j'avais entendus en quittant l'appartement. Oui, ils avaient un gris, tous. Même Raphaël, influencé par le comportement de ses parents, avait laissé échapper quelques petits rires nerveux. Le lundi matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai pris mon petit déjeuner lentement, j'ai organisé quelques tâches ménagères, et à 10 heures du matin, j'ai pris mon sac et je suis sortie. J'avais une décision importante à prendre, une décision qui s'était formée dans mon esprit pendant toute cette nuit d'insomnie. La banque n'était qu'à 15 minutes à pied de chez moi. Je connaissais tous les employés. J'étais cliente depuis plus de 20 ans. Quand je suis arrivée au guichet, la directrice m'a accueillie avec son sourire chaleureux habituel. « Bonjour, Madame Zoé. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai besoin d'annuler un virement automatique, ai-je dit, ressentant une étrange sensation de soulagement en prononçant ces mots. Elle m'a conduite à son bureau et a allumé son ordinateur. « Bien sûr, regardons vos virements programmés. Lequel souhaitez-vous annuler ?» Le virement mensuel de 8 000 € sur le compte de mon fils Théo, ai-je répondu, ma voix sortant plus ferme que je ne l'aurais cru. La directrice a tapé quelques commandes et a froncé les sourcils. « Madame Zoé, ce virement est programmé pour demain, le 15. Êtes-vous sûre de vouloir l'annuler? C'est une somme considérable. » J'en suis absolument certaine, ai-je confirmé, et je veux que l'annulation soit effective immédiatement. Elle m'a posé quelques questions de routine sur ma décision, m'a expliqué les procédures, m'a demandé de signer quelques documents. Pendant tout le processus, j'ai ressenti une sensation croissante de libération, comme si je me débarrassais d'un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. En sortant de la banque, le soleil était plus fort et la matinée semblait plus claire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais pris une décision qui était véritablement la mienne, basée sur ma propre dignité, et non sur le besoin de plaire ou de maintenir l'harmonie familiale à tout prix. Les jours suivants se sont écoulés dans un calme étrange. Mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de Théo ou de Hortense. Aucun message demandant de mes nouvelles ou s'inquiétant de mon bien-être. C'était comme si j'avais simplement disparu de leur vie. Et cette constatation, bien que douloureuse, était aussi révélatrice. Le vendredi suivant, exactement une semaine après l'annulation du virement, mon téléphone a finalement sonné. C'était Théo, et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix dès les premiers mots. « Maman,
Est-ce que tu vas bien? Ça fait 1 semaine qu'on n'a pas de nouvelles, a dit Théo, sa voix chargée d'une inquiétude dont je n'arrivais pas à déterminer si elle était sincère ou motivée par d'autres intérêts. J'ai tenu le téléphone fermement, respirant profondément avant de répondre. J'avais répété mentalement cette conversation toute la semaine, mais maintenant qu'elle avait lieu, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Je vais très bien, Théo. Je suis simplement votre conseil de prendre du recul avec les visites, ai-je répondu, gardant ma voix calme et maîtrisée. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. J'ai pu entendre des voix étouffées en arrière-plan, probablement Hortense le pressant de découvrir ce qui se passait. « Maman, à propos de dimanche dernier, peut-être qu'on a été un peu trop dur. » Hortense était stressée par des choses de son travail. « Tu sais comment c'est, » a dit Théo, sa voix prenant ce ton conciliant que je connaissais si bien depuis son adolescence. J'ai souri amèrement. C'était toujours comme ça avec mon fils. Quand les conséquences de ses actes commençaient à apparaître, il essayait de minimiser les dégâts avec des excuses et des justifications vides. Je comprends parfaitement, mon chéri. Nous avons tous nos moments difficiles, ai-je répondu, sans rien révéler de mes propres décisions. Oui, alors maman, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il semble qu'il y ait eu un problème avec le virement de ce mois-ci. L'argent n'est pas arrivé sur notre compte, a dit Théo, sa voix devenant plus tendue à chaque mot. J'ai fermé les yeux et me suis préparé pour le moment que j'avais anticipé toute la semaine. Il était temps d'affronter les conséquences de ma décision avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Il n'y a eu aucun problème, Théo. J'ai annulé le virement, ai-je dit, ressentant une étrange liberté en prononçant ces mots. À voix haute pour la première fois. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai pu entendre la respiration lourde de mon fils à l'autre bout du fil et j'ai imaginé son expression de choc et d'incrédulité. « Comment ça annuler? Maman, tu ne peux pas faire ça. On a des factures à payer, Raphaël, à l'école. On a le crédit de l'appartement, » a explosé Théo, toute sa composition antérieure disparaissant instantanément. « Bien sûr que je peux faire ça, mon chéri. C'est pas mon argent, ma décision, » ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. C'est vous-même qui disiez avoir besoin de plus d'indépendance, de moins dépendre des autres. Je ne fais que respecter ce souhait. J'ai entendu des bruits de l'autre côté de la ligne, comme si Théo faisait les 100 pas dans l'appartement. Hortense disait quelque chose en arrière-plan, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. « Maman, vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous sommes votre famille. Raphaël est votre petit-fils, » a dit Théo, sa voix maintenant clairement désespérée. C'est précisément pour cela que cette décision a été si douloureuse, ai-je répondu, sentant les larmes monter à mes yeux, mais gardant une voix ferme. Raphaël est mon petit-fils. Tu es mon fils. Et vous m'avez traité comme si j'étais une gêne, un fardeau dont il fallait se débarrasser. Ce n'était pas ça, maman. Vous exagérez. C'était juste un malentendu, a protesté Théo. Un malentendu? Ai-je répété, ma voix s'élevant. Théo, ta femme a jeté mon gâteau à la poubelle devant moi, m'a traité de vieille, a dit que personne ne mange ces choses-là. Tu étais d'accord avec elle. Vous avez tous ri quand je suis partie. Ce n'était pas un malentendu. C'était une humiliation délibérée. J'ai entendu Hortense crier quelque chose en arrière-plan et Théo couvrir le téléphone pour lui répondre. Quand il est revenu en ligne, sa voix était encore plus altérée. « Maman, Hortense veut vous parler, » a-t-il dit. Je n'ai rien à dire à Hortense, ai-je répondu immédiatement. Hélas était très claire sur ce qu'elle pense de moi et de mes trucs de vieille. « S'il vous plaît, maman, on doit résoudre ça. Notre compte est dans le rouge, la carte a été bloquée. On ne peut même plus faire les courses, » a supplié Théo. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Le même fils qui m'avait demandé de espacer mes visites, qui avait approuvé les insultes de sa femme, implorait maintenant mon aide financière. Théo, pendant toutes ces années, je vous ai aidé financièrement parce que je voulais faire partie de votre famille, parce que je voulais contribuer au bien-être de mon petit-fils, parce que je pensais que ma présence et mon soutien étaient valorisés, et je dis, chaque mot sortant du fond de mon cœur. Dimanche dernier,
il est devenu très clair que je me trompais. « Maman, s'il vous plaît, on peut en parler en personne? Vous pouvez venir ici pour qu'on règle ça correctement ?» a demandé Théo. « Non, Théo. Vous avez été très clair sur le fait que vous ne vouliez pas de ma présence chez vous, » ai-je répondu. « Je ne fais que respecter vos souhaits. » J'ai entendu Hortense crier plus fort en arrière-plan et Théo essayant de la calmer. La situation de l'autre côté de la ligne semblait se détériorer rapidement et je n'arrivais pas à avoir pitié d'eux. « Maman, on va perdre l'appartement. On va devoir retirer Raphaël de l'école. Vous ne pouvez pas faire ça à votre petit-fils, » a dit Théo maintenant clairement en pleurs. C'était la partie la plus difficile de toute la conversation. Raphaël était innocent dans tout ça. Ce n'était qu'un enfant utilisé par ses parents dans leur jeu de manipulation. Mais je savais aussi que céder maintenant signifierait accepter que le traitement que j'avais reçu était acceptable. Théo, j'aime beaucoup Raphaël, il est la lumière de ma vie, ai-je dit, ma propre voix tremblant d'émotion. Mais vous avez utilisé mon amour pour lui contre moi. Vous m'avez humilié et ensuite vous avez espéré que je continuerais à payer les factures comme si rien ne s'était passé. C'était juste un mauvais moment. Maman, tout le monde a des mauvais jours. Vous ne pouvez pas détruire notre famille à cause d'un gâteau, a crié Théo. Ce n'était pas à cause du gâteau, Théo, ai-je répondu, sentant une profonde tristesse s'installer dans ma poitrine. C'était à cause du manque de respect, du manque de considération, de la façon dont vous m'avez traité comme si j'étais jetable. Il y a eu un autre moment de silence, puis j'ai entendu Hortense arracher le téléphone des mains de Théo. Sa voix m'est parvenue chargée de colère et de désespoir. « Madame Zoé, vous êtes ridicule, c'était juste un gâteau. On avait une journée stressante, » a crié Hortense au téléphone. « Hortense, tu as été très claire sur ce que tu penses de moi et de mes traditions familiales, » ai-je répondu, gardant ma voix basse en contraste avec ses cris. « Maintenant, vous aurez toute l'indépendance que vous souhaitiez tant. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un jeune enfant. Nous sommes votre famille, » a continué de crier Hortense. « La famille ne traite pas la famille comme vous m'avez traité, » ai-je répondu. « La famille respecte, la famille valorise. La famille ne jette pas à la poubelle les gestes d'affection des autres. » J'ai entendu Théo reprendre le téléphone à sa femme. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était brisée et désespérée. « Maman, s'il vous plaît, on vous en supplie. On va changer, ce sera différent. Hortense va s'excuser, je vais m'excuser. Ne nous abandonnez pas comme ça, » a-t-il supplié. J'ai fermé les yeux et ressenti le poids de toutes ces années de relations familiales compliquées. Je savais que Théo était désespéré et je savais qu'ils avaient vraiment des difficultés financières. Mais je savais aussi que céder maintenant leur apprendrait qu'ils pouvaient me maltraiter quand ils le voulaient, tant qu'ils s'excusaient après. « Théo, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, » ai-je finalement dit. « Pendant des années, vous m'avez traité comme une obligation, comme quelqu'un qui n'était là que pour aider financièrement. Maintenant, vous devez apprendre à vivre avec les conséquences de vos choix. Combien de temps, maman? Combien de temps avez-vous besoin? Demanda Théo, s'accrochant au petit espoir qu'offrait ma réponse. Je ne sais pas, Théo. Peut-être longtemps, peut-être pour toujours, ai-je répondu en toute sincérité. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et je suis restée assise en silence dans mon salon, digérant toute cette intense conversation. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient légèrement, mais en même temps, je ressentais un soulagement que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pour la première fois en décennies, j'avais placé ma propre dignité au-dessus du besoin de maintenir la paix familiale. J'avais choisi de me respecter plutôt que d'accepter d'être traitée comme une citoyenne de seconde classe dans ma propre famille. Le téléphone a sonné 2 fois de plus cet après-midi-là, mais je n'ai pas répondu. Je savais que c'était Théo qui essayait de poursuivre la négociation, tentant de trouver un moyen de me convaincre de revenir sur ma décision. Mais j'avais besoin de ce silence, de cette pause pour digérer tout ce qui s'était passé et décider de ma prochaine étape. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner spécial rien que pour moi. J'ai utilisé ma plus belle vaisselle, allumé des bougies et mangé lentement,
savourant chaque bouchée. C'était le premier repas depuis des années que je prenais en pensant exclusivement à mon propre plaisir, sans me soucier de si quelqu'un d'autre allait aimer ou approuver. Mais la tranquillité n'a pas duré longtemps. Samedi matin, alors que j'arrosais mes plantes sur le balcon, j'ai aperçu une silhouette familière marchant vers mon immeuble. C'était Raphaël, mon petit-fils de 8 ans, seul sur le trottoir, regardant vers les fenêtres comme s'il cherchait quelque chose. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Que faisait cet enfant ici tout seul? Théo et Hortense l'avaient-ils laissé venir chez moi sans surveillance? J'ai lâché l'arrosoir et couru vers l'interphone dès qu'il a sonné. « Mamie Zoé, c'est moi Raphaël !» dit sa petite voix à travers l'appareil semblant frêle et un peu effrayée. « Mon amour, que fais-tu ici tout seul? Où sont tes parents ?» ai-je demandé tout en appuyant sur le bouton pour lui ouvrir la porte. « Ils se disputent beaucoup à la maison. Papa a dit que tu es fâché contre nous et que tu ne veux plus être notre famille, » répondit Raphaël, sa voix chargée d'une confusion qui m'a brisé le cœur. Je l'ai attendu dans le couloir et quand l'ascenseur s'est ouvert, mon petit-fils était là avec les yeux rougis par les pleurs, portant un t-shirt de son équipe de football préférée et un petit sac à dos. Sans hésiter, je l'ai pris dans mes bras et l'ai emmené dans l'appartement. « Mamie, c'est vrai que tu ne veux plus être ma mamie ?» demanda Raphaël dès que nous nous sommes assis sur le canapé, ses petits yeux bruns me regardant avec un sérieux qui ne devrait pas exister chez un enfant de 8 ans. J'ai senti mon cœur se briser. Comment Théo et Hortense avaient-ils pu utiliser un enfant innocent de cette façon? Comment avaient-ils osé faire croire à Raphaël que je l'abandonnerais? Mon amour, je serai toujours ta mamie, quoi qu'il arrive, ai-je dit en tenant ses petites mains dans les miennes. Les mamies ne cessent pas d'être des mamies. C'est impossible. Mais papa a dit que tu as arrêté l'argent qui nous aidait et que maintenant on va devoir quitter la maison, continua Raphaël, une larme coulant sur son petit visage. Il a dit que c'est de ta faute parce que tu t'es fâché à cause du gâteau. La manipulation était encore pire que ce que j'imaginais. Théo utilisait son fils comme messager émotionnel, plaçant sur les épaules d'un enfant la responsabilité de résoudre un conflit d'adulte. C'était cruel et lâche d'une manière qui me donnait véritablement la nausée. « Raphaël, écoute bien ce que mamie va te dire, » ai-je dit en me baissant pour être à hauteur de ses yeux. Les problèmes entre adultes ne sont jamais la faute des enfants, jamais. Tu n'as rien à voir avec ce qui se passe. Mais si je ne t'avais pas demandé de faire le gâteau, rien de tout ça ne serait arrivé, dit Raphaël, sanglotant doucement. À ce moment-là, toute ma détermination et ma force ont failli s'effondrer. Voir cet enfant innocent se blâmer pour quelque chose qui était entièrement la responsabilité des adultes autour de lui était l'une des choses les plus douloureuses que j'ai jamais vues. Mon petit-fils, tu as demandé le gâteau parce que tu m'aimes et j'ai fait le gâteau parce que je t'aime. Il n'y a rien de mal à cela, ai-je expliqué en essuyant ses larmes avec mon pouce. Le problème n'était pas le gâteau, mais la façon dont certains adultes se sont comportés. Raphaël a hoché la tête, mais je voyais qu'il était encore confus et effrayé. J'ai décidé que je devais faire quelque chose pour le distraire et en même temps découvrir exactement ce qui se passait chez lui. Et si on prenait un goûter spécial et que tu me racontais comment tu es arrivé ici tout seul, ai-je suggéré en me levant et en lui tendant la main. Dans la cuisine, pendant que je préparais des sandwichs et du jus, Raphaël m'a raconté qu'il avait quitté la maison pendant une dispute particulièrement intense entre Théo et Hortense. Ils se criaient au-dessus à propos d'argent, de factures impayées et de la façon dont ils allaient régler la situation avec moi. Raphaël a dit qu'il avait eu peur et avait décidé de venir me voir pour arranger les choses. Maman a dit que tu es têtu et que tu ne veux pas comprendre qu'elle avait juste une mauvaise journée, a rapporté Raphaël en mordant dans son sandwich. Papa a dit que tu as toujours été dramatique et que maintenant tu fais un caprice. Chaque mot qui sortait de la bouche de mon petit-fils était comme un coup de poignard. Non seulement Théo et Hortense me diffamaient, mais ils le faisaient en devant l'enfant, empoisonnant son esprit contre moi. « Et que penses-tu de tout ça, mon amour ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. « Je pense que
Tout le monde est bête, a répondu Raphaël avec l'honnêteté brutale des enfants. Tu fais les meilleurs gâteaux histo du monde. Et maman l'a jeté sans même y goûter. C'était très vilain. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Au moins une personne dans la famille avait encore du bon sens et savait reconnaître la valeur des choses simples de la vie. Nous avons passé tout l'après-midi ensemble. Nous avons joué aux cartes, regardé des dessins animés et je lui ai même appris à faire des cookies au chocolat. Le voir sourire et s'amuser m'a rappelé pourquoi j'avais tant lutté pour maintenir ma famille unie pendant toutes ces années. Mais à mesure que la journée avançait, je savais que je devrais appeler Théo. Peu importe à quel point j'étais blessée par lui, Raphaël était un enfant et ses parents devaient certainement s'inquiéter de son sort. À 5 heures de l'après-midi, j'ai finalement pris le téléphone. Théo a répondu à la première sonnerie. « Raphaël est ici avec moi », ai-je dit, avant même qu'il ne puisse parler. « Dieu merci. »« Maman, nous sommes désespérés. Nous l'avons cherché pendant des heures », s'est exclamé Théo, sa voix mélangeant soulagement et désespoir. « Il est venu me chercher parce que vous vous disputiez devant lui et que vous l'avez effrayé, » ai-je répondu sèchement. Un enfant de 8 ans ne devrait pas marcher seul dans les rues parce que ses parents ne peuvent pas résoudre leurs problèmes comme des adultes. Je sais, tout était très tendu ici. Hortense est désespérée, les factures arrivent et nous ne savons plus quoi faire, a dit Théo, sa voix sonnante épuisée. Théo, vous avez utilisé Raphaël comme messager émotionnel. Vous lui avez fait croire que je ne l'aime plus, que je vais l'abandonner. C'est de la manipulation émotionnelle d'un enfant innocent, ai-je dit, mon indignation grandissant à chaque mot. Ce n'était pas notre intention, maman. Nous sommes juste désespérés et nous ne savons pas comment résoudre cette situation, a répondu Théo. La solution n'est pas d'utiliser un enfant comme arme émotionnelle, ai-je répliqué fermement. Raphaël n'a rien à voir avec les problèmes entre nous, les adultes. Il y a eu une longue pause. Puis Théo a parlé avec une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Une voix qui me rappelait le garçon qu'il avait été un jour. « Maman, je sais que nous avons mal agi. Je sais que nous t'avons maltraité, que nous avons été ingrats et irrespectueux. J'aurais dû te défendre devant Hortense. J'aurais dû valoriser tout ce que tu as toujours fait pour nous, » a-t-il dit, clairement en pleurs de l'autre côté de la ligne. C'était la première fois depuis des années que j'entendais mon fils assumer réellement la responsabilité de ses actes, sans excuses ni justification. Pendant un moment, j'ai senti mon cœur s'adoucir. Théo, je t'ai toujours aimé inconditionnellement. J'ai toujours soutenu tes choix. J'ai toujours été là quand vous en aviez besoin. Mais dimanche dernier, vous m'avez humilié d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible de la part de ma propre famille, ai-je dit, ma propre voix tremblant d'émotion. Je sais, maman, et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie, a répondu Théo. Mais s'il te plaît, ne laisse pas nos erreurs affecter ta relation avec Raphaël. Il t'aime plus que tout au monde. J'ai regardé mon petit-fils, qui était dans le salon en train de faire un puzzle que j'avais acheté spécialement pour lui des mois auparavant. Il était vraiment innocent dans tout cela et méritait d'avoir une grande mère présente dans sa vie. Raphaël peut rester ici cette nuit, ai-je finalement dit. Demain, vous viendrez le chercher et nous aurons une conversation sérieuse sur la façon d'avancer. Merci, maman. Merci beaucoup, dit Théo, le soulagement évident dans sa voix. Après avoir raccroché, je suis retournée dans le salon où Raphaël finissait son puzzle. Il m'a regardée avec ses yeux pleins d'espoir que seuls les enfants peuvent avoir. « Mamie, tu vas vraiment arrêter d'être ma mamie ?» demanda-t-il une fois de plus. « Jamais, mon amour. Jamais, » ai-je répondu en le serrant fort, sentant que malgré toute la douleur et la déception, il y avait encore assez d'amour dans cette famille pour trouver un chemin. Cette nuit-là, Raphaël a dormi dans ma chambre d'amis, que j'avais décorée spécialement pour lui des années auparavant. Il y avait du papier peint avec des dessins d'avions, un petit lit avec des draps bleus et une étagère remplie de livres pour enfants que je collectionnais à chaque passage en librairie. Le voir, là, dormant paisiblement après une journée si turbulente,
m'a rempli d'une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai à peine réussi à dormir. Je pensais à la conversation que j'aurais avec Théo et Hortense le lendemain, répétant mentalement les mots que je devais dire. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'un gâteau jeté à la poubelle. C'était une question de respect, de dignité, du type de famille que nous voulions être. Le dimanche matin, je me suis levée tôt et j'ai préparé un petit déjeuner spécial pour Raphaël, des pancakes au miel, du jus d'orange frais et des fruits coupés en formes amusantes. Il s'est réveillé en souriant, comme s'il avait temporairement oublié tous les problèmes qu'il avait amenés chez moi. « Mamie Zoé, je peux t'aider à faire le petit déjeuner ?» demanda Raphaël encore en pyjama, se frottant les yeux. « Bien sûr, mon amour. Tu peux être mon assistant officiel. » ai-je répondu en lui donnant une cuillère en bois pour mélanger la pâte à pancake. Pendant que nous cuisinions ensemble, Raphaël m'a parlé de l'école, de ses amis, d'un projet de science qu'il faisait sur les plantes. C'était réconfortant d'entendre parler de sa vie normale, loin des drames familiaux qui l'avaient tourmenté la veille. « Mamie, tu crois que mes parents vont arrêter de se disputer ?» demanda-t-il soudainement, tout en versant du miel sur son pancake. « Je l'espère, mon amour. Parfois, les adultes ont besoin d'apprendre à mieux se parler, » ai-je répondu, choisissant mes mots avec soin. Comme quand Pierre et moi, on s'est disputés à l'école, mais après la maîtresse s'est assise avec nous et on s'est excusé, dit Raphaël, faisant une analogie qui m'a surprise par sa simplicité et sa sagesse. Exactement comme ça. Parfois, nous avons besoin d'aide pour comprendre ce que nous avons fait de mal et comment le réparer, ai-je confirmé, impressionné par la maturité émotionnelle de ce garçon de 8 ans. Vers 10 heures, l'interphone a sonné. C'était Théo arrivant plus tôt que prévu. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé mon fils dans un état qui m'a choqué. Il avait des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours, et ses vêtements semblaient avoir été mis à la hâte. Il était évident qu'il avait passé une nuit terrible. « Maman, merci beaucoup d'avoir pris soin de Raphaël, » dit Théo dès qu'il est entré, sa voix empreinte d'une humilité que je n'avais pas vue depuis des années. « C'est mon petit-fils. Je prendrai toujours soin de lui quand il en aura besoin, » ai-je répondu, observant comment Théo regardait autour de mon appartement comme s'il voyait pour la première fois les détails qui révélaient à quel point je tenais à la famille. Raphaël a couru en pas embrasser son père, et j'ai pu voir le soulagement sur le visage de Théo en serrant son fils contre sa poitrine. Indépendamment de tous nos problèmes, il aimait cet enfant sincèrement. « Où est Hortense ?» ai-je demandé, remarquant qu'il était venu seul. « Elle est à la maison. Nous avons parlé toute la nuit, maman. Elle sait qu'elle doit venir ici et s'excuser personnellement, » dit Théo, évitant mon regard. « Elle a peur. »« Peur de quoi ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. « Peur que vous ne lui pardonniez jamais. Peur que nous vous ayons perdu pour toujours, » répondit Théo, me regardant enfin dans les yeux. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse. Il était important qu'ils comprennent toute la gravité de ce qu'ils avaient fait, mais je ne voulais pas non plus que la peur les empêche d'essayer de réparer les choses. « Théo, assieds-toi. Nous devons parler, » ai-je dit en indiquant le canapé. « Raphaël, mon amour, que dirais-tu d'aller jouer dans ta chambre pendant que je parle avec papa ?» Raphaël a acquiescé et est parti en courant, heureux d'avoir son propre espace chez sa grand-mère. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, le silence s'est installé pendant quelques moments tendus. « Maman, je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser, » dit finalement Théo, ses mains tremblant légèrement. « Commence par m'expliquer comment nous en sommes arrivés là, » ai-je répondu, gardant ma voix ferme mais pas hostile. Comment ma propre famille a-t-elle pu trouver acceptable de m'humilier de cette façon? Théo passa ses mains sur son visage, un geste que je reconnaissais depuis son enfance quand il était nerveux. Je pense que nous nous sommes habitués à ta générosité, maman. Nous nous sommes installés dans le confort. Le virement mensuel, les cadeaux, les gâteaux, les visites, tout cela est devenu tellement naturel que nous avons oublié que c'était un geste d'amour, pas une obligation, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Et qu'en est-il du manque de respect de Hortense et du fait que tu ne m'aies pas défendu? Ai-je insisté, car c'était une des questions qui me faisaient le plus mal. Hortense traversait un moment difficile.
Elle a perdu son emploi il y a 3 mois et ne l'a dit à personne. Elle se sentait inutile, frustrée et a fini par se défouler sur toi, expliqua Théo. Je sais que ça ne justifie rien, mais c'est la vérité. Et toi, pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Ai-je insisté. Théo baissa la tête, visiblement honteux. Parce que je suis un lâche, maman. Parce qu'il est plus facile de laisser les choses passer que d'affronter les conflits. Parce que j'ai toujours su que tu nous pardonnerais. Alors j'ai pensé que cette fois ne serait pas différente, admit-il, les larmes commençant à couler sur son visage. C'était douloureux de voir mon fils adulte pleurer, mais c'était aussi nécessaire. Pour la première fois depuis des années, Théo assumait l'entière responsabilité de ses actes et de ses choix. Théo, je vous ai toujours pardonné parce que je vous aime, mais le pardon ne signifie pas accepter le manque de respect. L'amour ne signifie pas permettre qu'on me maltraite, ai-je expliqué, sentant que je parvenais enfin à exprimer ce que je devais dire. Je sais, maman, je comprends cela maintenant. Le fait que tu aies annulé le virement était le choc dont nous avions besoin. Cela nous a fait réaliser à quel point nous dépendions de toi, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, dit Théo, essuyant ses yeux du revers de la main. Et comment comptez-vous aller de l'avant, financièrement, émotionnellement, en tant que famille? Ai-je demandé, car c'étaient les questions pratiques qui devaient être résolues. Hortense cherche sérieusement du travail. Je vais prendre plus d'heures supplémentaires au bureau. Nous allons apprendre à vivre selon nos moyens. Moyens, répondit Théo avec une détermination que je n'avais pas vue en lui depuis longtemps. Et qu'en est-il du respect, du traitement que je reçois chez vous? Ai-je continué. Cela n'arrivera plus jamais, maman, je te le promets. Hortense sait que si elle recommence à te maltraiter, notre famille sera détruite. Elle a compris que tu n'es pas seulement ma mère, tu es la matriarche de cette famille et tu mérites d'être traitée avec tout l'honneur et le respect, dit Théo, sa voix gagnant en fermeté. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, absorbant le poids de cette conversation. C'était un début, mais je savais que les paroles étaient faciles. Ce qui compterait vraiment, ce serait sans que les actions à partir de maintenant. Théo, je veux que tu comprennes quelque chose de très important, ai-je dit en me penchant en avant. Je n'ai pas annulé le virement pour vous punir ou pour exercer un pouvoir sur vous. Je l'ai annulé parce que j'avais besoin que vous compreniez que mon amour et mon soutien ne peuvent pas être considérés comme acquis. Nous comprenons, maman, et nous allons prouver que nous méritons de t'avoir à nouveau dans nos vies, répondit Théo. Je n'ai jamais quitté vos vies, Théo. J'ai simplement établi des limites, ai-je corrigé. Il y a une différence importante là. À ce moment-là, Raphaël est apparu dans le salon, portant un dessin qu'il avait fait pendant qu'il jouait. « Mamie Zoé, j'ai fait un dessin de notre famille, dit-il, montrant un papier avec des figures colorées. Regarde, ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est papa et ça c'est maman. Tous ensemble et heureux. » J'ai regardé le dessin et j'ai senti mon cœur se serrer. Dans la vision innocente de Raphaël, nous étions encore une famille unie. Et peut-être pourrions-nous l'être à nouveau, avec du travail, de la patience et beaucoup d'amour. C'est très beau, mon amour, ai-je dit en serrant mon petit-fils dans mes bras. Et si toi et papa rentriez maintenant, maman doit s'inquiéter. Théo se leva, tenant Raphaël par la main. Maman, Hortense aimerait beaucoup venir ici en personne pour s'excuser. Quand tu te sentiras prête à la recevoir, s'il te plaît, préviens-nous, dit-il. J'y réfléchirai, Théo. Mais d'abord, je veux voir des changements réels dans votre comportement. Les paroles sont faciles. Ce sont les actes qui comptent vraiment, ai-je répondu en les accompagnant jusqu'à la porte. Mamie, je peux revenir la semaine prochaine? Demanda Raphaël en me serrant fort dans ses bras. Bien sûr que tu peux, mon amour. Tu seras toujours le bienvenu ici, ai-je répondu en embrassant son front. Après leur départ, je me suis assise sur la véranda avec une tasse de café et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. C'était un début, mais rien de plus. La véritable preuve serait de voir si Théo et Hortense pourraient tenir leurs promesses quand la vie reprendrait son cours normal. Dans les jours qui suivirent, j'ai maintenu une routine qui m'aidait à digérer tout ce qui s'était passé.
Je me levais tôt, faisais ma promenade dans le parc près de mon immeuble, m'occupais des plantes sur le balcon et lisais quelques chapitres du roman qui m'accompagnait depuis des semaines. C'était une tranquillité que je n'avais pas connue depuis longtemps, sans la pression constante de m'inquiéter des problèmes financiers de Théo et Hortense. Le mardi, j'ai reçu un appel inattendu de ma voisine, Madame Margarida, une dame de 75 ans qui vivait dans l'appartement d'à côté depuis plus d'une décennie. Elle avait remarqué que je passais plus de temps à la maison dernièrement et voulait savoir si tout allait bien. « Zoé, ma chère, vous êtes très calme ces jours-ci. Ce n'est pas dans vos habitudes de rester si longtemps sans rendre visite à votre famille, » dit Madame Margarida quand j'ai ouvert la porte pour l'accueillir. « Entrez, Margarida, je vais nous faire un café, » ai-je répondu, reconnaissante de cette compagnie inattendue. Pendant que je préparais le café, j'ai raconté à ma voisine tout ce qui s'était passé le dimanche précédent. Madame Margarida m'écoutait en silence, hochant la tête par moments et émettant de petits sons de désapprobation quand j'ai décrit la réaction de Hortense à mon gâteau. « Ma fille, vous avez fait absolument ce qu'il fallait, » dit Margarida après que j'eus fini de raconter. Je disais toujours à mon défunt mari que trop de bonté devient un mal. Les gens s'y habituent et cessent d'apprécier. Mais c'est difficile, Margarida. Théo est mon fils unique et Raphaël est mon seul petit-fils, ai-je avoué, en servant le café dans des tasses en porcelaine qui avaient été un cadeau de mariage de ma mère. C'est exactement pour cela que vous devez leur apprendre à vous traiter correctement. Sinon, quel exemple donnez-vous à votre petit-fils ? Répondit Margarida avec la sagesse de quelqu'un qui avait élevé 5 enfants et avait 12 petits-enfants. Sa visite m'a fait du bien. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures de la vie, de la famille et de l'importance de maintenir notre dignité quel que soit notre âge. Ah, quand elle est partie, je me sentais plus sûre des décisions que j'avais prises. Le mercredi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai rendu visite à ma sœur Odette, qui vivait de l'autre côté de la ville. Odette, elle était de 3 ans ma cadette, veuve depuis 5 ans. Et nous avions toujours maintenu une relation proche, bien que nous nous voyions peu en raison de la distance et de nos routines chargées avec nos familles respectives. « Zoé, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Odette en ouvrant la porte de son appartement. « Entrez, entrez, je pensais justement à vous appeler. » L'appartement de Odette était plus petit que le mien, mais elle avait une décoration chaleureuse, pleine de photos des enfants et petits-enfants éparpillés dans toutes les pièces. Nous nous sommes assises dans son salon et j'ai inévitablement fini par raconter les événements récents. « Vous avez annulé le virement de 8 000 € demanda Odette, les yeux écarquillés. « Zoé, c'est plus que toute ma retraite. » « Je sais que c'est beaucoup d'argent, Odette, mais ils n'ont jamais montré de gratitude. Ils traitaient cela comme si c'était mon obligation, » ai-je expliqué, réalisant à quel point cela semblait absurde quand je le disais à voix haute. « Ma sœur, vous avez un cœur énorme, mais parfois je pense que vous confondez amour et permissivité, » dit Odette en prenant ma main. « Vous vous souvenez quand nous étions enfants et que maman disait toujours que « qui aime éduque ?» Je m'en souvenais parfaitement. Notre mère, Madame Rosa, était une femme stricte mais juste, qui nous avait appris que le respect était la base de toute relation saine. Elle n'aurait jamais toléré le type de comportement que Hortense avait montré. « Odette, pensez-vous que je suis trop dure ?» ai-je demandé, ressentant une pointe d'insécurité. « Dure ? Zoé, vous avez été humiliée devant votre propre famille. Si c'était moi, j'aurais fait bien pire, » répondit Odette avec véhémence. « Vous avez 72 ans, vous avez travaillé toute votre vie. Vous avez élevé votre fils avec dignité et vous méritez d'être traité avec respect. » Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de nos vies, de la différence dans l'éducation des enfants autrefois et de comment parfois nous nous sentions décalés dans le monde moderne. Quand je suis rentrée chez moi en fin d'après-midi, je me sentais fortifiée par les paroles de ma sœur. Le jeudi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais en train d'organiser de vieux papiers dans mon bureau quand j'ai trouvé une lettre que Théo m'avait écrite quand il avait 15 ans.
C'était une lettre de remerciement pour la fête des mères, écrite à la main sur du papier de cahier avec l'écriture adolescente et maladroite dont je me souvenais bien. Maman, merci d'être toujours là pour moi. Merci de travailler si dur pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Merci de m'apprendre à être une bonne personne. Quand je serai grand, je veux prendre soin de vous comme vous prenez soin de moi. Je vous aime beaucoup, disait la lettre signée. Votre fils qui vous aime, Théo. Je me suis assise dans le fauteuil du bureau et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une profonde nostalgie du garçon affectueux et reconnaissant que Théo avait été. Où était ce garçon qui avait promis de prendre soin de moi quand il serait grand? J'ai remis la lettre dans le tiroir, mais elle est restée dans mon esprit tout au long de la journée. Avais-je échoué quelque part dans son éducation? Ma générosité excessive avait-elle contribué à le transformer en l'homme complaisant qu'il était devenu? Vendredi matin, j'ai décidé de faire quelque chose de productif avec mes sentiments. J'ai appelé une association caritative locale que je connaissais et j'ai proposé mes services comme bénévole. J'avais toujours voulu m'impliquer davantage dans le travail social, mais je n'avais jamais le temps à cause des exigences constantes de la famille de Théo. Madame Zoé, ce serait merveilleux d'avoir votre aide, a dit la coordinatrice, une jeune femme nommée Anna Paola. Nous avons un projet d'alphabétisation pour adultes qui pourrait grandement bénéficier de votre expérience. J'ai fixé une réunion pour la semaine suivante. La perspective d'avoir une activité significative m'a rempli d'énergie. Peut-être était-il temps de canaliser mon instinct maternel vers des personnes qui avaient vraiment besoin et apprécieraient mon aide. Samedi, j'ai reçu un appel de Raphaël. Théo avait dû lui donner la permission de m'appeler, ce que j'ai interprété comme un signe positif. « Mamie Zoé, je peux venir chez toi aujourd'hui ?» a demandé Raphaël avec cette voix douce qui faisait toujours fondre mon cœur. « Bien sûr, mon amour. Tu veux que je vienne te chercher ?» ai-je proposé, impatiente de voir mon petit-fils. « Papa dit qu'il peut m'emmener. Il veut te parler à nouveau, » a dit Raphaël, et je pouvais entendre Théo dire quelque chose en arrière-plan. « D'accord, je vous attendrai, » ai-je répondu, déjà en train de planifier mentalement ce que je préparerais pour le déjeuner. Quand Théo est arrivé avec Raphaël 2 heures plus tard, j'ai remarqué que mon fils semblait mieux que la dernière fois que je l'avais vu. Il était rasé, portait des vêtements propres et bien rangés, et ses yeux n'avaient plus ces cernes profonds. « Maman, je t'ai apporté quelque chose, » a dit Théo en me tendant un sac. « Il y a des bonbons que tu aimes, et aussi quelques produits de nettoyage que j'avais remarqués qui manquaient la dernière fois que j'étais ici. » J'ai été surprise par ce geste. Théo n'avait jamais prêté attention à ce genre de détails auparavant. « Merci Théo. Il ne fallait pas, » ai-je dit, bien que touchée par cette attention. « Maman, je peux te parler un moment ?» Raphaël, que dirais-tu d'aller jouer dans ta chambre pendant que je parle avec mamie? A dit Théo. Raphaël a couru vers la chambre et Théo et moi sommes restés dans le salon. Il semblait nerveux, remuant les mains et évitant mon regard direct. « Maman, je voulais te dire que Hortense a trouvé un emploi, » a finalement dit Théo. « C'est bien, je suis contente pour elle. » Ai-je répondu, gardant un ton neutre. « C'est à temps partiel pour l'instant, mais c'est un début. » Et j'ai obtenu des heures supplémentaires au bureau. Nous essayons vraiment de nous réorganiser financièrement, a continué Théo. C'est très important, Théo. Vous devez apprendre à vivre selon vos moyens, ai-je répondu, sentant enfin des signes de maturité chez mon fils. Maman, Hortense est vraiment désolée. Elle pleure tous les jours depuis dimanche. Elle sait qu'elle a été horrible avec toi, a dit Théo, sa voix chargée d'émotion. Théo, je ne veux pas que Hortense pleure. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait de mal et que cela ne se reproduise plus jamais. Et j'ai expliqué patiemment. Elle comprend, maman. Nous comprenons toutes les deux. S'il te plaît, donne-lui une chance de s'excuser en personne, a supplié Théo. J'ai regardé mon fils et j'ai vu en lui un peu du garçon qui avait écrit cette lettre il y a tant d'années. Peut-être y avait-il un espoir de récupérer notre relation familiale, à condition qu'elle soit basée sur le respect mutuel. D'accord, Théo,
mais ce sera ici chez moi, sur mon territoire. Et je veux que vous compreniez que le pardon ne signifie pas que les choses redeviendront exactement comme avant, ai-je dit, établissant mes conditions. Théo a acquiescé vigoureusement, un soulagement visible envahissant son visage. « Merci, maman, merci beaucoup. Quand cela te conviendrait-il » a-t-il demandé. « Dimanche prochain, vous pouvez venir déjeuner ici, mais je cuisinerai et j'espère que tout le monde mangera et appréciera ce que je préparerai, ai-je dit, rendant clair que les règles avaient changé. « Oui, maman, ce sera parfait, » a répondu Théo, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire semblait sincère. Le dimanche suivant, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. J'avais passé la nuit précédente à préparer mentalement ce que je dirais et comment je me comporterais pendant le déjeuner avec Théo, Hortense et Raphaël. Je savais que cette rencontre serait décisive pour l'avenir de notre relation familiale. J'ai préparé un déjeuner soigné mais sans excès. J'ai fait un poulet rôti aux herbes, du riz au safran, une salade fraîche et, en dessert, un flan au lait condensé que je savais être le préféré de tous. Je n'ai pas fait de gâteau cette fois. Le souvenir de l'humiliation était encore trop vif et je ne voulais pas créer une situation qui pourrait réveiller des souvenirs douloureux. J'ai dressé la table avec soin, utilisant la vaisselle quotidienne, pas celle des grandes occasions. Il était important d'établir une ambiance différente, plus décontractée, mais néanmoins accueillante. J'ai disposé des fleurs simples du jardin de ma voisine, qu'elle m'avait offertes la veille, et j'ai tout préparé 1 heure à l'avance. À 11h30, l'interphone a sonné. C'était Théo m'informant qu'il montait un. J'ai respiré profondément, lissé ma robe bleu marine choisie spécialement pour l'occasion, et je suis allée attendre à la porte. Raphaël est apparu le premier dans le couloir, courant vers moi avec un sourire radieux. « Mamie Zoé !» s'est-il écrié en se jetant dans mes bras. Derrière lui venaient Théo et Hortense qui marchaient quelques pas derrière son mari, la tête baissée et les mains nerveusement entrelacées. « Bonjour maman !» a dit Théo en m'embrassant sur la joue. « Merci de nous recevoir. » Hortense s'est approchée avec hésitation. Elle était différente de la dernière fois que je l'avais vue. Ses vêtements étaient plus simples, sans les marques coûteuses qu'elle arborait d'habitude. Et il y avait dans son attitude une humilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Madame Zoé », a dit Hortense, sa voix presque un murmure. « Merci de nous permettre de venir. » J'ai acquiescé d'un signe de tête, gardant une expression neutre mais pas hostile. « Entrez, s'il vous plaît, le déjeuner est presque prêt. » Nous sommes tous entrés dans la salle à manger et j'ai immédiatement remarqué que l'atmosphère était différente des autres fois. Il n'y avait plus cette désinvolture irrespectueuse d'avant. Théo a tiré la chaise pour Hortense, Raphaël a attendu que je m'assoie d'abord et tous ont attendu que je serve le repas. « Tout est délicieux, mamie », a dit Raphaël après avoir goûté au poulet. « Tu cuisines mieux que tout le monde. »« Merci, mon amour », ai-je répondu, souriant sincèrement pour la première fois depuis leur arrivée. Théo et Hortense ont mangé en silence pendant les premières minutes, visiblement nerveux. Je maintenais une conversation légère avec Raphaël, lui demandant des nouvelles de l'école, de ses amis, des dessins animés qu'il aimait regarder. Progressivement, la tension s'est dissipée. Quand nous avons terminé le plat principal, Théo s'est éclairci la gorge et m'a regardé directement. « Maman, avant le dessert, Hortense voudrait vous parler. » Je me suis tournée vers ma belle-fille, qui était visiblement nerveuse, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle ajustait sa serviette sur ses genoux. « Madame Zoé », a commencé Hortense, la voix émue. « Je dois m'excuser pour ce qui s'est passé dimanche dernier. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je regrette mon comportement. » Elle s'est arrêtée, a respiré profondément et a continué. « J'ai jeté votre gâteau, j'ai dit des choses terribles et j'ai laissé les autres se moquer de vous. C'était impardonnable. Vous avez toujours été généreuse avec nous. Vous nous avez toujours traités avec affection et j'ai répondu par le mépris et l'ingratitude. » Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Hortense. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je dois vous faire savoir que je suis sincèrement désolée.
Depuis ce jour, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'expression de votre visage quand j'ai jeté le gâteau à la poubelle. J'ai blessé quelqu'un qui essayait seulement de montrer son amour. Raphaël, qui avait arrêté de manger pour écouter, semblait confus par l'émotion des adultes autour de la table. Théo a posé sa main sur l'épaule de son épouse, lui offrant un soutien silencieux. « Hortense, » ai-je dit, d'une voix calme mais ferme, « je vous remercie pour vos excuses. J'accepte que vous soyez repentante. Mais vous devez comprendre que pardonner ne signifie pas oublier, et encore moins que les choses redeviendront comme avant. » Hortense a vigoureusement acquiescé. « Je comprends, Madame Zoé. Je comprends parfaitement. Pendant des années, je vous ai aidé financièrement parce que je voulais faire partie de cette famille, parce que je voulais que mon petit-fils grandisse dans un environnement stable, » ai-je poursuivi. Mais à un moment donné, ma générosité s'est transformée en quelque chose que vous avez commencé à considérer comme un droit acquis. Théo a baissé les yeux, visiblement honteux. « Vous avez raison, maman. Nous nous sommes laissés aller. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas seulement le mépris envers mon gâteau, ai-je expliqué, regardant directement Hortense. C'était le mépris envers mon âge, mon expérience, ma place dans cette famille. Quand vous avez dit que personne ne mange ces trucs de vieille, vous ne rejetiez pas seulement ma cuisine. Vous me rejetiez en tant que personne. » Hortense a sangloté plus fort. « Je sais, Madame Zoé. Je sais, et je me déteste d'avoir dit cela. Et toi, Théo, ai-je dit, me tournant vers mon fils. Ton silence m'a fait autant de mal que ces paroles. Tu es mon fils, et j'espérais que tu me défendrais. Maman, j'ai eu tort. Complètement tort, admit Théo, la voix chargée d'émotion. J'aurais dû vous défendre immédiatement. Je n'ai aucune excuse pour ma lâcheté. Raphaël, percevant la gravité de la conversation, s'est levé de sa chaise et est venu vers moi. « Mamie, tu ne vas plus faire de gâteau ?» a-t-il demandé avec l'inquiétude sincère d'un enfant. J'ai souri à mon petit-fils et j'ai passé ma main dans ses cheveux. « Oui, mon chéri, je ferai toujours des gâteaux pour ceux qui les apprécient. » « Madame Zoé, » dit Hortense, se reprenant légèrement, « je voulais vous dire que j'ai trouvé un emploi. C'est à mi-temps, mais c'est un début. Et Théo travaille aussi plus d'heures. Nous essayons vraiment de nous organiser. C'est très bien, ai-je répondu sincèrement. L'indépendance financière est essentielle pour la dignité de toute personne. « Maman, » dit Théo, hésitant, « concernant le virement mensuel, nous comprenons parfaitement votre décision. En fait, je pense que c'était nécessaire pour nous réveiller à la réalité. Théo, pendant toutes ces années, j'ai fait ces virements parce que je voulais vous aider à construire une vie stable. Mais j'ai réalisé qu'au contraire, j'empêchais que vous développiez votre propre capacité à subvenir à vos besoins, ai-je expliqué patiemment. Vous avez absolument raison, acquiesça Théo. Nous sommes devenus dépendants et, pire encore, ingrats. Je me suis levée pour chercher le dessert. Le flan était parfait, avec cette consistance crémeuse que je savais si bien faire. J'en ai servi à tout le monde, et pour la première fois pendant le déjeuner, j'ai vu Hortense esquisser un léger sourire. « C'est délicieux, Madame Zoé, » dit-elle après avoir goûté. « Pourriez-vous m'apprendre à le faire ?» La question m'a surprise. C'était la première fois que Hortense manifestait de l'intérêt pour apprendre quelque chose de moi. « Bien sûr, » ai-je répondu, « quand vous voulez. » J'aimerais beaucoup, en fait, j'aimerais apprendre plusieurs de vos recettes. Raphaël parle toujours de combien la cuisine de mamie est spéciale, dit Hortense, et pour la première fois, sa voix sonnait authentique, sans ce ton artificiel que j'avais toujours perçu. « Mamie, tu peux apprendre à maman à faire ce gâteau au chocolat que tu as fait pour mon anniversaire ?» demanda Raphaël, enthousiasmé par cette possibilité. « Bien sûr, mon chéri, » ai-je répondu, sentant mon cœur se réchauffer à l'idée de transmettre mon savoir à la génération suivante. Après le dessert, nous nous sommes installés dans le salon pour discuter davantage. L'atmosphère était devenue beaucoup plus détendue et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais une vraie conversation avec ma belle-fille. « Madame Zoé, je veux que vous sachiez que je fais une thérapie, » révéla Hortense de manière inattendue.
Depuis que j'ai trouvé cet emploi, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de questions personnelles à résoudre, y compris sur ma façon de me relationner avec les gens. J'ai été impressionnée par son honnêteté. C'est très courageux de votre part, Hortense. J'ai grandi dans une famille très différente de celle de Théo, continua-t-elle. Mes parents ont toujours eu beaucoup d'argent et je n'ai jamais appris à valoriser les choses simples de la vie. Je n'ai jamais appris à être reconnaissante. Théo a pris la main de son épouse, un geste de soutien qui m'a profondément touchée. « Mais je veux apprendre, » dit Hortense, me regardant droit dans les yeux. « Je veux que Raphaël grandisse en sachant apprécier les personnes qui l'aiment. Je veux qu'il apprenne de vous toutes les bonnes choses que je n'ai jamais apprises. » Quand ils se sont préparés à partir enfin, d'après-midi, l'ambiance était complètement différente de celle du début du déjeuner. Raphaël m'a donné une longue étreinte, promettant de revenir la semaine suivante pour m'aider à arroser les plantes. Théo m'a embrassé sur la joue et chuchoté « Merci de nous donner une seconde chance, maman. » Hortense a été la dernière à me dire au revoir. Elle m'a donné une étreinte hésitante mais sincère. « Merci, Madame Zoé, pour tout. Et encore pardon d'avoir été si bête. » Après leur départ, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de café et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Je sentais que nous avions fait un pas important dans la bonne direction, mais je savais aussi que reconstruire la confiance prendrait du temps. Le plus important était que, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais retrouvé ma place respectée dans la famille. Non plus comme la vieille qu'il fallait tolérer, mais comme la matriarche qui méritait d'être honorée. 2 ans se sont écoulés depuis ce dimanche transformateur qui a changé pour toujours la dynamique de notre famille. J'étais dans la cuisine en train de préparer un gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat. Quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, c'était Hortense qui avait maintenant un double des clés de mon appartement et venait m'aider avec les préparatifs pour les 10 ans de Raphaël. « Bonjour, Madame Zoé », dit Hortense en entrant dans la cuisine avec un sourire sincère, portant des sacs de courses. « J'ai apporté les ingrédients pour la salade de fruits dont nous avions convenu. »« Bonjour, ma chérie, » ai-je répondu, m'essuyant les mains sur mon tablier avant de l'aider avec les sacs. Quelle ponctualité! Le gâteau est presque prêt à sortir du four. J'ai observé Hortense pendant qu'elle organisait les fruits sur le plan de travail. Sa transformation avait été remarquable au cours de ces 2 années. L'emploi à mi-temps était devenu un poste à temps plein dans l'entreprise de comptabilité où elle travaillait. Et avec cela était venue une confiance que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Plus importante encore, elle avait appris à apprécier les petites choses de la vie, y compris les traditions familiales qu'elle méprisait auparavant. « Madame Zoé, puis-je vous poser une question ?» demanda Hortense avec hésitation, en épluchant une pomme avec les gestes précis que je lui avais enseignés. « Bien sûr, tu peux parler librement, » répondis-je, en vérifiant le gâteau à travers la vitre du four. « M'avez-vous vraiment pardonné pour ce qui s'est passé ce dimanche-là » demanda Hortense, arrêtant d'éplucher le fruit et me regardant droit dans les yeux. C'était une question qu'elle posait régulièrement, comme si elle avait besoin d'une confirmation constante que notre relation était vraiment réparée. Durant les premiers mois après notre réconciliation, elle marchait sur des œufs autour de moi, demandant toujours la permission, s'excusant constamment pour des petites choses. « Hortense, combien de fois allons-nous avoir cette conversation ?» demandai-je avec un sourire bienveillant en m'approchant d'elle. « Je t'ai complètement pardonné. Ce qui compte maintenant, c'est la femme que tu es devenue, pas celle que tu étais. » Hortense sourit, mais il y avait encore une ombre d'insécurité dans ses yeux. C'est que parfois je me souviens de ce jour-là et je n'arrive pas à croire que j'ai pu être si cruelle. Jetez votre gâteau à la poubelle. Qualifiez vos traditions de trucs de vieille. Comment ai-je pu être si ingrate? Je posai ma main sur la sienne, sentant comme ses mains étaient devenues plus rugueuses avec les tâches ménagères qu'elle faisait maintenant seule. Théo et elle avaient déménagé dans un appartement plus petit il y a 1 an, plus adapté au budget qu'ils pouvaient maintenir avec leur propre salaire. Hortense, tu étais perdue à cette époque. Tu as grandi dans une famille où l'argent résolvait tous les problèmes.
où les gens étaient valorisés pour ce qu'ils avaient, pas pour ce qu'ils étaient, expliquai-je patiemment. Il t'a fallu du temps pour comprendre que le vrai bonheur vient des relations humaines authentiques, pas des choses matérielles. La minuterie du four sonna, et ensemble nous sortîmes le gâteau à la carotte parfaitement doré. L'arôme sucré se répandit dans la cuisine, et je vis Hortense inspirer profondément, avec cette expression de plaisir authentique qu'elle avait appris à montrer. « Cette odeur me rappelle maintenant mon enfance », dit Hortense, commençant à couper les fruits pour la salade. « C'est drôle, comme en 2 ans, on peut créer des souvenirs si forts. » Elle avait raison. Ces 2 dernières années, nous avions établi de nouvelles traditions familiales. Hortense venait m'aider en cuisine tous les samedis matins, apprenant des recettes que j'avais gardées pendant des décennies. Théo avait repris l'habitude de m'appeler tous les jours après le travail, juste pour savoir comment s'était passée ma journée. Et Raphaël, mon cher petit-fils, maintenant âgé de 10 ans, passait tout un après-midi avec moi chaque semaine, m'aidant avec les plantes du balcon et écoutant des histoires sur sa famille. « Madame Zoé, puis-je vous avouer quelque chose ?» dit Hortense, coupant des fraises en morceaux uniformes. « Bien sûr, ma chérie. Quand vous avez annulé le virement ce jour-là, ma première réaction a été la colère, » admit Hortense, ses joues rougissant légèrement. Je me suis dit, comment ose-t-elle nous faire ça? Je ne pouvais pas comprendre que le problème était dans notre comportement, pas dans votre décision. Je souris, me souvenant des appels désespérés que j'avais reçus pendant ces premières semaines. Théo appelait presque tous les jours, tantôt suppliant, tantôt essayant de me faire culpabiliser pour leur situation financière. « Et quand as-tu compris ?» demandai-je, sincèrement curieuse. Le jour où nous avons dû expliquer à Raphaël pourquoi nous déménagions dans un appartement plus petit, répondit Hortense, une larme solitaire coulant sur sa joue. Il a demandé si c'était de sa faute, s'il avait fait quelque chose de mal. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous, les adultes, décevions un enfant innocent à cause de notre immaturité. Je me souvenais de cette période difficile. Raphaël avait été perturbé par le déménagement, par les discussions constantes de ses parents sur l'argent, par la tension qui planait sur la famille. Il avait fallu des mois de conversations délicates avec moi pour l'aider à comprendre que les changements sont parfois nécessaires et que ce n'était pas sa responsabilité de résoudre les problèmes des adultes. Le plus important est que vous ayez appris, dis-je, commençant à préparer le glaçage au chocolat pour le gâteau. Et regardez, comme vous allez bien maintenant. Théo a été promu au travail, tu construis une carrière solide. Et Raphaël se développe merveilleusement. Tout ça, grâce à la leçon que vous nous avez donnée, dit Hortense, finissant de couper les derniers fruits. Vous savez, Madame Zoé, je raconte cette histoire à mes collègues de travail quand elles se plaignent de leur belle-mère. Je dis toujours que j'ai dû apprendre de la pire façon possible à valoriser la famille. La porte d'entrée s'ouvrit et nous entendîmes la voix enjouée de Raphaël résonner dans le couloir. « Mamie Zoé, où est ma mamie préférée ?»« Nous sommes dans la cuisine, mon amour, » criai-je en retour, sentant mon cœur se réchauffer, comme toujours quand j'entendais la voix de mon petit-fils. Raphaël est apparu à la porte de la cuisine, maintenant plus grand, les cheveux ébouriffés après avoir joué au parc avec Théo. À 10 ans, il avait développé une personnalité forte et indépendante, tout en gardant cette douceur qui m'avait toujours captivé. « Ça sent bon !» s'exclama Raphaël en s'approchant du gâteau qui refroidissait sur le plan de travail. « C'est mon gâteau d'anniversaire ?»« Oui, mon prince, » ai-je répondu en ébouriffant davantage ses cheveux. « Et ta mère prépare une salade de fruits spéciale pour accompagner. » Raphaël s'est tourné vers Hortense et lui a donné une étreinte spontanée. « Merci, maman. Et merci d'avoir appris à cuisiner avec grand-mère. Maintenant, j'ai aussi de bons petits plats à la maison. » Hortense a ri, serrant son fils fort dans ses bras. Leur relation s'était beaucoup renforcée depuis qu'elle avait réduit ses heures de travail et commencé à être plus présente dans la vie de Raphaël. Théo est apparu à la porte de la cuisine quelques minutes plus tard, en sueur après le football au parc, mais souriant. « Maman, tu devrais voir comme ce garçon joue au foot. Il va devenir un champion comme l'était grand-père. »
Mon cœur s'est légèrement serré en entendant la référence à mon mari défunt. Théo parlait rarement de son père, mais ces dernières années, il avait commencé à raconter des histoires sur le grand-père à Raphaël, maintenant vivante la mémoire familiale. Papa était vraiment doué au football, ai-je acquiescé, en commençant à étaler le glaçage au chocolat sur le gâteau. Et Raphaël a vraiment hérité du talent familial. « Mamie, tu viendras à mon match à l'école la semaine prochaine ?» a demandé Raphaël, les yeux brillants d'espoir. « Je ne le manquerai pour rien au monde, » ai-je répondu sans hésiter. « Je serai là pour encourager mon petit-fils préféré. »« Je suis ton seul petit-fils, mamie, » a dit Raphaël en riant. « C'est exactement pour ça que tu es mon préféré, » ai-je répondu, faisant rire tout le monde. Pendant que nous finissions les préparatifs du déjeuner d'anniversaire, j'ai observé ma famille réunie dans ma cuisine. Théo aidait Hortense à arranger les fruits dans le plat, Raphaël volait de petits morceaux de chocolat du glaçage, et je coordonnais tout avec la satisfaction d'une matriarche respectée et aimée. Il y a 2 ans, quand j'ai annulé ce virement bancaire, beaucoup auraient pu penser que j'étais cruelle ou vindicative. Mais aujourd'hui, en voyant la famille forte et unie que nous sommes devenus, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parfois, l'amour véritable exige le courage d'établir des limites, même quand cela fait mal. Théo s'est approché de moi pendant que Hortense et Raphaël discutaient de la décoration de la table. « Maman, je ne t'ai jamais correctement remercié pour la leçon que tu nous as donnée ce jour-là. Théo, tu me remercies tous les jours par l'homme que tu es devenu, par le père présent que tu es pour Raphaël, par le respect que tu me témoignes, » ai-je répondu, en ajustant le col de sa chemise comme je le faisais quand il était enfant. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant que l'annulation de ce virement était le plus grand acte d'amour que quelqu'un n'ait jamais fait pour notre famille, a dit Théo, sa voix chargée d'une émotion sincère. J'ai souri à mon fils, voyant en lui des traces du garçon affectueux qui avait écrit cette lettre il y a tant d'années, mais aussi la maturité de l'homme responsable qu'il était finalement devenu. Quand nous nous sommes assis à table pour le déjeuner d'anniversaire de Raphaël, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une famille qui avait appris le véritable sens de la gratitude, du respect et de l'amour inconditionnel. Parfois, les plus grandes bénédictions se cachent derrière les décisions les plus difficiles que nous sommes obligés de prendre.